Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Mur des légendes, le Mur des légendes numéro 28, chiffre non pas choisi au hasard puisque ça représente un chiffre bien précis dans... Jérémy Toulalor. Voilà, par exemple. Non, c'est pas pour ça. Mais... C'était pas pour ça, c'est bien tenté. En plus, c'est ton département dans ce... Bah, de naissance, oui. Oui, voilà, oui. c'est ça. Bien sûr. Voilà. Mais non, ça représente très exactement le nombre d'années de présidence de la personne dont nous allons parler ce soir, à savoir Jean-Louis Campora. Donc, vous les avez reconnus, Boris et Rome. Bonsoir, messieurs. Salut, messieurs les DSK, j'ai envie de dire, ce soir. Je suis assez mal à l'aise. Hein. Je sais pas, vous auditeurs, mais moi je suis assez mal à l'aise là. J'ai vraiment l'impression que Boris vient de sortir de sa douche. Excusez, je sors de la douche. Et que je viens de sortir de la piscine à l'intérieur du stade de vestiaire. Voilà, on a pour commémorer un petit peu, Boris, on a fait péter le peignoir, hein, voilà. Ouais. Les plus anciens auront la ref. On aurait bien voulu mettre une photo de Jean-Louis Campora en peignoir et en slip kangourou dans le jacuzzi. Je vais vous montrer d'ailleurs, puisque vous insistez. T'as pas le même ventre, enfin, en tout cas pas encore. Pas encore. Ouais, franchement. Ça commence. Ça arrive. Enfin voilà, on va parler donc du coup de Jean-Louis Campora, donc une émission, ça veut dire un genre un peu hors série, en tout cas un petit peu différent par rapport à nos émissions habituelles. Mais voilà, on va s'adresser là, on va parler vraiment d'un pan entier de l'histoire de l'AS Monaco. Jean-Louis Campora, donc, qui a été président de l'ASM pendant 28 années. Il était revenu ensuite sur un petit poste en 2013. Notamment de vice-président en charge des relations extérieures. On en parlera aussi un petit peu plus tard de ce petit passage numéro 2 à l'ASM. Boris Jean-Louis Campora, donc monégasque, n'est pas le fils d'un illustre inconnu en principauté déjà, puisque son père avait déjà exercé la fonction de président de l'AS Monaco avant lui. Ouais, exactement. Charles Campora, qui a été président, alors évidemment pas aussi longtemps que Jean-Louis Campora, mais qui a été président de l'AS Monaco dans les années 50, en 55, et puis à nouveau en 58 et 59 pour un second mandat. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu nos émissions, c'est vraiment les années qui commencent à introduire l'AS Monaco dans le football français, dans la première division, et qui vont paver la voie du succès et de ces années 60 notamment, qui vont être assez glorieuses. Effectivement, donc ces années 60, elles ne concernent pas encore Jean-Louis Campora, même si lui baigne aussi quand même dans cette ambiance, dans ce monde. Il va sur Paris également pour faire ses études, mais il raconte qu'il continue quand même de suivre le club, notamment lorsque Monaco joue face aux équipes d'Île-de-France, ou un petit peu, ou pas trop loin, quand c'était des Reims ou des équipes comme ça, qui étaient pas trop loin de Paris. Et c'est en 1975, Rome, qu'il va prendre ses fonctions pour ne les quitter qu'un quart de siècle plus tard.
C'est ça, tout à fait, en 75 donc, et à ce moment-là, Monaco est encore en Division 1, mais ça va être assez rapide parce que du coup, il va arriver la saison où Monaco va donc descendre dès le mois de juin 76. On en a bien parlé la semaine dernière, puisqu'on avait eu ce petit retour de Forcario sur le banc, et non plus en tant que joueur, évidemment, de Monaco. Donc c'était Campora qui l'avait fait revenir. Donc il avait fait ce choix-là de renouer un peu avec le terroir, même si je sais pas qu'on peut vraiment parler de terroir quand on parle de Monaco, mais voilà, de renouer avec certaines valeurs. Et il va continuer d'ailleurs peu de temps après, puisque là il va carrément reprendre celui qui est considéré comme le plus grand coach de l'histoire du club, Lucien Leduc. Et ça, il le prendra à la mi-saison de la saison de la remontée 76-77. À noter quand même que donc du coup il est né en 38, c'est ça, Jean-Louis Campora. Donc il devient quand même président du club de Monaco à l'âge de 37 ans, médecin de son état. C'est quand même extrêmement jeune. Moi je me dis que j'ai bientôt 35 barreaux. Techniquement, voilà, ça fait rêver. Ah ouais, ou Tchernobyl est passé par là. Oui, c'était un an avant. Ouais, très clairement, ça explique des choses. Mais ça n'a pas dépassé la frontière, on nous a dit. Ouais. En tout cas, effectivement. Devenir président de Radio Diagonale. Ça, c'est à ta portée. À 37 ans, ouais, c'est digne de Macron, ça. En tout cas, tu as bien fait de le mentionner. C'était Jean-Louis Campora, donc était médecin. Donc celui que l'on surnommait justement le docteur Campora, surnom Boris aussi un petit peu presque un peu mythologique quelque part, puisque ça ce terme de docteur, il y a un côté un peu presque James Bond, quelque chose d'un peu secret, ou quelque chose qui finalement évoque bien d'une certaine manière un peu le personnage en même temps. Je vois que tu es en train de faire des films là. C'est bien, ça passe. Bon. C'est bien, c'est sorti il n'y a pas longtemps, voilà, c'est tout. Je pense que ça en fait le deuxième docteur le plus célèbre de l'histoire de l'AS Monaco derrière le docteur Quens. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Non, mais oui, c'est vrai qu'il a plusieurs casquettes. Hein. Jean-Louis Campora, médecin, président de l'AS Monaco. On verra une casquette politique un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est un homme qui a une vie assez riche, pas que sur le terrain sportif finalement. Oui, effectivement, politique, je crois qu'il est, en fait, dès 73, il me semble qu'il est au Conseil national. C'est seulement à partir de 93 qu'il sera président du Conseil national, mais il y est déjà même bien avant d'être président du club. Et mine de rien, on peut dire quand même que une des choses finalement qui fait aussi qu'il accède à ce poste, c'est que c'est quelqu'un qui est mine de rien assez proche du prince régnier, donc voilà, c'est aussi une des raisons qui fils d'eux, voilà, avec un père, même si le père a eu un très très court passage, mais c'est vrai que forcément ça te met un peu le pied à l'étrier, parce qu'on le rappelle que pendant très 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 longtemps, seuls des Monégasques ont eu la présidence du club. Ouais, c'est vrai. Absolument, et ça s'est même poursuivi avec d'autres. Voilà. Avec Spara, derrière. Voilà, même Michel Pastor, oui. Jérôme de Bontin. Voilà. Mais non, mais effectivement, voilà, c'est vrai qu'il lui a mis le pied à l'étrier, et forcément, il avait aussi les appuis nécessaires en principauté pour y accéder. Toujours est-il que Jean-Louis Campora, tout au long de ces 2 décennies de présidence, va faire les choses petit à petit, mais assez rapidement bien, Boris, puisque voilà, il va construire, en rappelant Lucien Leduc, il va quand même construire une équipe qui permet rapidement d'accéder à un titre, et chose jamais vue à l'époque, reproduit uniquement l'année d'après par Strasbourg, hein, du coup, Monaco promu et champion de France. Ouais, ce titre vraiment mythique, hein, de l'AS Monaco, pas forcément parce que c'est l'équipe la plus marquante, mais parce qu'il est obtenu après cette remontée avec des joueurs sur lesquels on a déjà fait des murs des légendes, hein, Jean Petit, Delionis notamment, et qui marque un premier vrai succès après cette remontée pour Jean-Louis Campora, et qui ouvre une période très très faste pour l'AS Monaco de
28 ans serait peut-être exagéré, mais on peut dire de quasiment 25 ans en tout cas, où l'AS Monaco va jouer les premiers rôles quasi systématiquement en France, va remporter beaucoup de titres et va devenir un des plus grands clubs du football français. Après cette décennie, quasiment 15 ans en fait, de 63 à 78, qui avait été très compliqué pour le coup. Donc voilà un vrai changement qui est impulsé par Jean-Louis Campora. Ouais, et justement, c'est quelque chose qu'on racontait dans l'émission de Jean-Luc Ettori, c'est qu'il disait que après ce titre de 78, on avait le sentiment qu'à Monaco, on n'était plus là pour rigoler, que maintenant il fallait continuer à ce niveau-là et que l'ascenseur s'était terminé, quoi. Il y a un changement de dynamique qui est très très clair et en fait maintenant il y a une obligation presque de résultat à Monaco, Rome, obligation qui va vite se confirmer 2 ans après, 4 ans après, avec même si Lucien Leduc s'en va, il y a déjà une anticipation par la suite. Ouais, alors juste pour revenir sur ce qui a été dit, Jérôme de Bontin est français. Ah, pardon. Mais il était copain de... C'était France. Du coup ouais. le premier président avant Ribot, parce qu'il y en a eu un entre les deux, Franzi, qui était aussi monégasque. Ouais. Voilà, qui lui était monégasque. Donc voilà, c'était juste pour cette petite correction, voilà, excusez-moi. Donc oui, et ce qui est très important là-dedans, en fait, c'est qu'il a compris quelque chose, Campora, c'est qu'il allait falloir miser sur la jeunesse, miser sur créer en fait nos propres joueurs. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette génération du titre de 82 avec les Amoros, évidemment, les Bellone, et il est quand même l'instigateur numéro 1 de ce cheminement de faire du club de formation, du centre de formation de Monaco, un des gros points forts du club, point fort qui va perdurer quand même très très longtemps. Bon, là, dernièrement, on a eu des années un peu plus compliquées, parce que, à l'exception de Mbappé, on n'a quand même pas sorti grand monde de très très lourd. On est plus parti sur de la post-formation. Mais c'est vrai que dans la formation pure, c'est lui qui a vraiment lancé ça au club, et avec tous les succès qu'on connaît entre du coup cette période fin 70 et jusqu'à 2003. Donc le titre de 82 et peut-être dans une moindre mesure celui de 88 est quand même beaucoup basé sur nos jeunes, sur nos cracks, comme on pourrait dire maintenant. Oui, et puis sur un certain instinct, en tout cas, pour faire les choses au bon moment. Et en tout cas, c'est ce que disait Roland Courbis, puisque voilà, ceux qui en parlent le mieux, c'est peut-être ceux qui ont travaillé avec lui ou ceux qui ont été confrontés à lui. Mais Courbis qui disait, voilà, quand on a la chance de bosser sous les ordres de Jean-Louis Campora, on est obligé de progresser. Il possède un don d'anticipation et un flair exceptionnel. Et à l'époque, en tout cas, il disait de tous les présidents en exercice, aujourd'hui en France, il est de très loin le plus compétent. Je pense que c'est vrai, c'est quelque chose qu'on pouvait vraiment dire à l'époque. Campora était clairement celui qui bossait le mieux. Boris, justement, sur cette méthodologie de travail, c'était quelqu'un qui bossait vraiment de manière très discrète et très fermée, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, je sais pas si il serait très à l'aise dans le foot d'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui lui a coûté sur la fin de son parcours à l'AS Monaco. C'est quelqu'un vraiment de l'ancienne école, hein, finalement, avec le réseau de recrutement à la papa, avec pas mal de clubs un peu amis, de rabatteurs un petit peu partout, et puis un art de la négociation aussi un petit peu à l'ancienne. Il y avait sûrement une prépondérance un peu moins importante des agents de la presse que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, et d'essayer d'éliminer les intermédiaires, de discuter en direct et d'imposer un petit peu ses conditions aussi. Donc voilà, il s'est beaucoup signalé de cette manière-là. Je pense qu'aujourd'hui, il serait un petit peu en souffrance vu la tournure que ça a pu prendre, ce que sont devenus les transferts aujourd'hui. Il y avait sûrement des combines, hein, d'autres genres
à l'époque, mais qui se faisait peut-être plus dans du relationnel, en direct, humain, que ce que ça peut se faire aujourd'hui. Ouais, on a vu plusieurs affaires qui ont émaillé petit à petit parfois ce genre d'affaires de transfert, l'histoire du club, notamment Rome, l'histoire de Jean-Pierre Papin, par exemple, qui avait signé un contrat, un pré-contrat et un contrat de non-sollicitation avec Monaco, et puis qui derrière se fait shipper Papin par Marseille et Bernard Tapie. De toute façon, c'est vrai que je pense qu'on va quand même en parler pas mal, mais c'est vrai que les années 80, en tout cas toute la première partie des années 80, c'est un peu le duel Bèze, ça, de Bordeaux et Campora, dans deux styles un petit peu différents, comme on pourrait dire. Et c'est vrai que Bernard Tapie va arriver, on en a beaucoup entendu parler évidemment dernièrement après son décès en 86, si je ne dis pas de bêtises. Et pour le coup, il se rapproche un peu plus d'un Paul Bèze de Bordeaux. Et c'est vrai que c'est deux styles diamétralement opposés. Tapie, c'est un peu plus la parodie des inconnus, hein. C'est Philou de Feli, quoi. Bon, on parlera pas des différentes histoires parce que sinon, après, elle a tiré dans un ballon. Connard. Damien va encore avoir des petits soucis avec la communauté marseillaise. J'étais à l'honneur. En tout cas, il n'a pas été dans ce genre de combine, ou en tout cas elles sont moins sorties, elles ont été moins visibles. Il y a quand même eu des trucs, hein. On a parlé quand même de certains transferts, comme de l'arrivée d'un Jürgen Klinsmann qui devait aller à Paris. Enfin, bon, on est de toute façon dans ce milieu-là, t'es obligé, tu peux pas non plus être complètement blanc. Qu'il l'était plus que les deux cités précédemment. Je pense qu'on peut se le dire, mais il ne faut pas non plus penser que tout était beau, tout était parfait. De toute façon, dans ce milieu-là, si tu veux exister un minimum, tu n'as pas le choix. Tu dois aussi te comporter un peu comme un salaud. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, il l'a peut-être été pas assez. Ça n'a pas été assez un enculé, en fait. Tout simplement. Non, mais parce que quand tu vois qu'on aurait dû avoir Papin, ça laisse quand même de sacrés regrets. Quand tu vois le joueur qui a été Jean-Pierre Papin, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a il y a toujours un peu ce truc de vouloir faire entendre ses droits, quelque part, de rester, j'ai l'impression d'être un peu de se référer aux instances dirigeantes. Ça a été souvent le cas. Pareil, il y avait eu aussi une histoire de pot de vin sur le transfert d'Enzo Scifo au Torino, où on l'avait accusé d'avoir donné 14 millions de francs en pot de vin au président du Torino pour que ça puisse arranger un petit peu le transfert plus facilement. Et derrière, toujours cette volonté de se référer derrière la loi ou l'autorité en la matière, quitte à ce que parfois ça le desserve, notamment dans l'affaire Papin. Mais bon, voilà. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être eu des... c'est en ça que je disais un peu le docteur Campora, parce qu'il y a derrière ce terme de docteur, il y a aussi un petit peu un truc un peu de... pas de manigance, mais un peu d'embrouille, de trucs un peu comme ça. C'était plus dans ce sens-là où ça fait un peu... il y a quelque chose qui ne semble pas qui est un peu opaque, on va dire. Donc certainement. Il était face à deux mecs, encore une fois, Bordeaux, si tu regardes qui est champion, qui gagne des trophées dans cette période-là, il y a un petit peu Nantes aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est quand même beaucoup Monaco et Bordeaux. On se partage les coupes, les championnats, et ensuite c'est Marseille qui va arriver. Et puis on le sait, hein, toutes les années de tapis, Monaco, où on est deuxième à répétition, où il y a des finales de coupe. Donc il y a eu où il y a des histoires... ça fait des personnalités différentes, et des manières de faire certainement différentes aussi, mais il faut pas non plus trop se voiler la face, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Roger Mendy. Je vous propose donc un petit interview de Roger Mendy. C'est la troisième émission. On n'en a pas fait mention sur les deux premières, je tiens à le signaler. Mais voilà. Mais Boris, justement, Roger Mendy. Mais si on revient aussi sur cette période face à Marseille. C'est une période sur laquelle on a senti finalement Tapie aussi prendre un peu le dessus finalement sur Monaco et Marseille sur Monaco en fin de compte. Ouais, clairement sur le terrain il n'y a pas eu tellement de matchs, hein, sur le
le résultat final, en tout cas, même si ça a pu être serré un petit peu chaque saison. Au final, il n'y a pas grand-chose. Le bilan est assez maigre pour l'AS Monaco, et il y a un peu ce côté, effectivement, c'est une génération un petit peu différente aussi. Tapie est un petit peu plus jeune, et il est vraiment débarqué dans le foot français comme un chien dans un jeu de quilles, comme on dirait, et c'est aussi des reproches qu'on aura pu faire à un Jean-Louis Campora un petit peu après, c'est que finalement, des fois, peut-être par souci de diplomatie, il s'est peut-être un petit peu écrasé sur certains sujets. C'est des reproches qui reviendront aussi plus tard, en 2000 notamment, le fameux match au Vélodrome. Voilà, on lui a reproché parfois de ne pas toujours défendre médiatiquement, en tout cas, son club. Peut-être lui défendait ses intérêts à plus long terme, jouer sur un autre tableau. C'est que Monaco, il a dû faire face aussi à des critiques. Ça reviendra aussi un petit peu après sur toute la partie fiscale, notamment les avantages fiscaux de l'AS Monaco. Donc voilà, quelqu'un de très politique, très introduit à la Ligue aussi, pas mal de relations. Il a été vice-président, je crois, à la Ligue. Il aurait pu être président, il a refusé le poste. Donc voilà, quelqu'un qui a aussi sûrement joué l'accommodement à plusieurs reprises. Ouais, il avait notamment soutenu Noël Le Graët à l'époque. Enfin, c'était peut-être pas son meilleur move. Mais ça reflétait... C'était le matin, j'espère. À l'époque, ça allait mieux. Ça reflétait, mine de rien, ce qu'était Jean-Louis Campora, à savoir la discrétion avant tout, parce que en étant un peu pas le bras droit de Noël Le Graët, en tout cas en lui permettant aussi son élection à la tête de la Ligue de football, c'était aussi une façon de consolider son influence sans s'exposer aussi de trop. Parce que voilà, c'est vrai que quand on dit souvent... les ministères dans un gouvernement, ce qu'il faut surtout regarder, c'est aussi ce qui est chef de cabinet, parce que c'est ça qui fait vraiment la politique aussi. Et là, c'est peut-être un peu pareil, voilà, c'est le personnage qui est derrière, qui fait aussi un peu plus que celui qui est vraiment mis en tête de gondole. Donc voilà, c'était un peu ça reflète un petit peu ce qu'était aussi Jean-Louis Campora à ce niveau-là. On disait justement sur le plan politique, alors s'il a dû certainement s'incliner face à un Bernard Tapie, c'est quelqu'un dont on disait justement que qui était capable de faire taire Jean-Michel Aulas, et par la suite l'histoire l'a montré qu'il n'était pas très nombreux quand même, et que le charisme d'un Campora permettait à Aulas de se tenir tranquille quand même. Mais par contre, il est, même si c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins visible, en même temps moins visible qu'un Bernard Tapie, j'ai envie de vous dire qui est plus visible que Tapie, oui. Même Aulas, hein, je pense qu'il passe pour un Playmobil dans une baignoire, comme dirait Benoît Poulvorde dans Podium. Mais c'est bien de citer les grands auteurs. Bien sûr. Mais donc voilà, c'est un homme avec beaucoup de charisme malgré tout, un homme qui représente le club, un homme dont tout le monde se rappelle, un homme qui représente Monaco, mais dans un style un peu différent de ses illustres adversaires, on va dire. Et après, pour en venir à Jean-Michel Aulas, alors je ne sais plus exactement quand Aulas arrive à Lyon, ça commence 87, à remonter. 87, je crois. Voilà, mais Lyon devient un club important qu'une bonne dizaine d'années après, enfin réellement important qu'une bonne dizaine d'années après. Donc d'un côté, on est sur un vieux Campora face à un encore jeune. Ouais. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de respect, etc. On n'a jamais vraiment connu Campora donc face au Jean-Michel Aulas qui perd la tête, hein, parce que ça fait déjà quelques saisons quand même. Et en plus, je trouve qu'il y a... On pourrait presque trouver aussi un peu de filiation entre les deux, dans le sens où sur la façon de gérer le club avec une gestion quand même assez on va prendre des pouces rouges. Il vient de parler Campora avec Aulas. Mais dans ce côté gestion assez pragmatique, capacité à savoir jusqu'où on peut aller, à pas dépenser les sous de trop non plus. Hein. L'AS Monaco de Campora, c'est un club qui est quand même géré de manière assez rigoureuse, pas forcément les largesses qu'on a pu avoir à d'autres époques, et
notamment il y a une petite, il y a un peu moins de 10 ans maintenant. Voilà, c'est un club qui est géré de manière très raisonnable, avec parfois des craquages sur des stars, mais surtout beaucoup de ventes aussi. Cette capacité à se maintenir aussi tout le temps en haut du tableau, comme le fait Lyon de manière quasi systématique depuis maintenant une grosse vingtaine d'années. La capacité d'être toujours en Europe, même si c'est pas toujours dans la grosse compétition, qu'on joue pas tout le temps que Lyon joue pas tout le temps le titre. Mais voilà, il y avait un peu de ça, je trouve, dans l'AS Monaco de Jean-Michel Aulas. C'était complètement différent dans l'aspect plus communication, par contre, mais dans la façon de gérer le club. Alors voilà, Aulas a sûrement amené une touche de modernité en plus. Il est évidemment plus en lien avec le football, en ligne avec le football actuel, mais je pense qu'il y a une certaine filiation. C'était pas le président pour le coup qui venait avec sa danseuse, quoi. C'était vraiment une gestion de bon chef d'entreprise. Alors justement, il y a cette citation quand même de Jean-Michel Aulas qui, comme je disais, voilà, face à un Campora, était quand même plutôt calme, mais voilà, et à quel point il le respectait. Il avait déclaré: il inspire le respect au travers des performances de son club, de sa longévité et de l'efficacité de sa politique. C'était un homme droit, jamais pris en défaut. C'est un bilan exceptionnel et une intelligence supérieure. Et là, il a bien ciré les pompes, il a tout fait. Donc si on compare Jean-Michel Aulas à Campora, effectivement, la comparaison est plutôt flatteuse pour Jean-Michel Aulas. Si on s'en tient à ces mots-là, en tout cas. Mais bon, voilà, en tout cas, pour revenir par contre sur l'histoire de la bonne gestion, oui, c'est vrai qu'il y avait une bonne gestion, mais c'est marrant parce que j'ai retrouvé quand même un Tapie qui se défendait justement par rapport aux différentes histoires dont il était au centre par la suite. Quelles histoires? Il a raté un truc. Voilà, on va prendre des pouces rouges. Il gueulait quand même en disant ouais, mais Monaco, voilà, c'est un club d'assistés quand même parce qu'ils ont une grosse subvention. Et c'est vrai que c'est aussi une des choses qui a pesé parce que mine de rien, pour basculer à un moment donné aussi dans le professionnalisme, Monaco et la principauté a dû augmenter sa subvention quand même pour suivre en fin de compte. Notamment à partir la fin des années 70, début des années 80, parce que si le club justement ne faisait pas cet effort-là à un moment donné, le risque de Ligue 2, de Division 2 pouvait se représenter et peut-être s'enliser, voire disparaître aussi du paysage. Donc voilà, il y avait quand même toujours aussi cette aide de la principauté, même si effectivement là où en fait je rejoins Boris, c'est que l'argent a été bien utilisé. Ouais. Voilà, et puis c'est une source qui va avoir tendance à se tarir un petit peu dans le temps, notamment dans les années 90, et où c'est là aussi qu'il va falloir que Jean-Luc Campora, qui en plus devient vraiment une figure politique dans la principauté de premier plan à ce moment-là, va devoir avoir une gestion très rigoureuse du club, qui va tenir un temps, qui finira très mal, parce que le club tu t'es bien placé pour le raconter, est quand même pas passé loin de la Ligue 2 pour des affaires financières. Le mandat, on va dire, à la tête de l'AS Monaco de Jean-Luc Campora va très mal se finir sur cette question de gestion d'argent. Après avoir pendant longtemps bien tenu la baraque. Ouais, effectivement, il y a aussi toute une série de déconvenus sportifs qui précipitent aussi un peu cette fin de présidence. Il y a beaucoup de dépenses qui sont engendrées par Didier Deschamps, quand même. Alors, certes, Campora a accédé à ses demandes aussi, mais voilà. Mais c'est vrai que Didier Deschamps s'est montré aussi très très gourmand à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a tout un mélange finalement de différentes choses qui précipitent aussi la fin de la période Campora. Il y a à savoir effectivement un climat politique où on le disait, donc Campora a été élu depuis 1973 au Conseil national. Il en prend la présidence en 93 et il la perd aux élections législatives de février 2003. D'ailleurs, son parti est balayé et ils ont que très peu de sièges, donc vraiment même pas une opposition sérieuse. Et derrière, son projet de reprise du club par notamment des investisseurs russes, en l'occurrence Fedcom, a été complètement rejeté par le palais princier.
Le prince Albert en tête aussi, qui prenait de plus en plus d'importance aussi dans les décisions à cette époque-là, et qui ne voulait plus de Jean-Louis Campora. Donc là, il y avait aussi vraiment une décision politique. Albert voulait se débarrasser tout simplement de Campora. Au club et au Conseil national, il y a eu un peu... Voilà, donc... Il a sûrement joué un petit rôle dans l'émergence de son successeur, on va dire, au Conseil national. Ouais, donc c'est vrai que voilà, il y a eu ce climat politique, plus effectivement une dégradation de la santé financière du club, qui ont précipité cette fin. Donc, au lieu de Fedcom qui investit dans le club, c'est le Monaco Football Investissement qui est mené notamment par Michel Pastor. Et deux autres personnes. Je vous ramène à la série de 2004 pour tout ça, parce que c'est plus détaillé. Mais voilà, Campora qui part quand même sur un succès, Rome. Ouais, mine de rien. Oui, c'est pour ça, c'est vrai que vous venez de bien en parler. Financièrement, ça se termine pas bien et on n'est pas loin de la catastrophe. Mais sportivement, par contre, les dernières années, elles sont quand même plutôt bonnes. Il y a le titre en 2000, on est quand même pas loin de la fin. Et puis, il termine sur une Coupe de la Ligue en 2003, cette fameuse 4-1 face à Sochaux. Donc, c'est bien. Il termine quand même sur une très très bonne note. On peut presque regretter qu'il n'y ait pas eu une petite année en plus. Il aurait pu connaître cette fameuse épopée de 2003-2004, parce que ça n'aurait rien changé, que ce soit lui ou un autre président. Il n'y avait pas assez de recul pour réellement qu'on parte sur une politique nouvelle. D'ailleurs, Svara ne va rester qu'une seule saison. Il était vraiment là pour faire le pion en attendant. Donc, une bonne note quand même pour conclure. Et Monaco n'est finalement pas rétrogradé en Ligue 2. Donc, tout est bien qui se finit bien pour quelqu'un qui le mérite. Parce que c'est vrai que s'il avait vraiment laissé le club dans une déliquescence totale et qu'on avait été rétrogradé en Ligue 2 ou Division 2, je sais plus si ça existait déjà à l'époque, le terme Ligue 2. Mais ça aurait été quand même un sacré point noir sur un bilan global qui est quand même excellent. On n'en a même pas parlé, mais il est évidemment le président de la première finale européenne. Autant en 2004, il part un peu trop tôt, autant en 92, c'est lui, quoi. Ouais. Donc, et un parcours européen, enfin du coup une finale 92 qui annonce derrière une décennie d'épopée européenne justement. Voilà, donc effectivement. Bien sûr, 94, 97, 98, c'est vrai que c'est que des demi-finales, donc on s'en rappelle un peu moins, mais ça en fait quand même 3, quoi. Et on disait justement, il part sur cette victoire en Coupe de la Ligue. On se rappelle, enfin en tout cas Boris, de cette embrassade avec Didier Deschamps, alors même qu'on sait que les relations étaient extrêmement tendues entre les deux. Certains même parlaient de baiser de Judas justement à ce moment-là, de la part de Deschamps. mais c'est vrai que du coup, ce qu'on peut lui reconnaître, même si voilà, ses relations se sont très vite tendues avec Deschamps, on peut lui reconnaître justement cet instinct à trouver les bons hommes, à les lancer au bon moment. Didier Deschamps, Arsène Wenger, c'était aussi aller chercher un Henri Biancheri pour s'entourer aussi sur les prises de décision. Jean-Louis Campora, c'est Tigana bien sûr, mais la patte Campora finalement, ça a été ça aussi, d'être capable de dénicher des gens encore que personne ne connaissait ou qui n'avaient pas encore vraiment eu une expérience très significative. Il y avait quand même... Oui, par exemple, personne ne connaissait. Oui, en tant qu'entraîneur, oui, bien sûr. Oui, voilà. Wenger et Deschamps, par exemple, en tant qu'entraîneur, voilà, c'est vrai que c'était là. Oui, même Wenger en tant que tout court. Oui, tout court, oui. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut citer Gérard Banide aussi, à qui il a confié la mission finalement de mettre sur pied le centre de formation, qui va être parmi d'autres, une des sources de la réussite de l'AS Monaco sur les 28 ans du mandat de Jean-Luc Campora, de Jean-Luc Ettori jusqu'à Henri Trezeguet, voire même des joueurs de 2003-2004, des JV, des Schilacci. Donc de manière quasiment ininterrompue, toujours la contribution de quelques joueurs du centre. Mais ouais, Wenger qui est un quasi inconnu, un entraîneur de Ligue 1 un peu lambda à cette époque-là. Puel aussi, à qui finalement il va confier l'équipe à un moment donné.
Deschamps, alors, évidemment, Deschamps, ça peut paraître une évidence pour tout le monde, mais mine de rien, il vient de raccrocher les crampes depuis quelques jours, quelques semaines, hein, et il tente vraiment un dernier coup de poker à ce moment-là, après saison très, très compliquée pour l'AS Monaco. C'est aussi un choix peut-être un peu différent de ce qu'il aura fait avant en termes de personnalité, et ça va vraiment moins coller entre lui et Deschamps, parce que Campora aimait beaucoup finalement être en position de force, court-circuiter potentiellement ses entraîneurs sur pas mal de choix au niveau mercato, hein, sur pas mal de transferts. Alors Puel complètement court-circuité sur les mercatos, ça c'est clair, mais même des Wenger, des Tigana qui ont pu être un peu court-circuités sur les transferts de Georges Weah, de Manu Petit par exemple. C'est des choses qui ne marchaient pas avec Deschamps. Deschamps, il arrive avec son envie de faire, sa façon de fonctionner, avec son petit réseau d'agents à lui, et il veut contrôler le mercato. Donc voilà, c'est sûrement ce qui explique aussi. Il y a eu un vrai flair là-dessus d'aller chercher un entraîneur qui, alors, quoi qu'on en pense aujourd'hui, reste un des entraîneurs évidemment majeurs du foot français en termes de succès. Et il y a sûrement, par contre, dans la méthode, quelque chose d'un peu plus compliqué. Et quand Campora part en 2003, on peut se dire il aurait eu la finale l'année d'après. On peut se dire aussi que Deschamps n'a sûrement pas été gêné par ce départ et par le fait d'avoir un président nettement plus accommodant en la personne de Pierre Svara. Oui, qui avait même beaucoup de respect pour lui, puisque voilà, il était un peu... Enfin, il était fan du joueur, en tout cas de son parcours. Voilà, donc c'est vrai que oui, c'était tout de suite beaucoup plus facile et un point en moins à gérer pour Deschamps au quotidien, c'est une certitude. Mais justement, on parlait de flair, il y avait des joueurs aussi qu'il a fait venir, notamment des Glenn dont c'est lui-même qui a soufflé le nom à Wenger en lui disant... Voilà, c'était pas compliqué là. Non, mais c'est vrai, il lui disait j'hésite entre lui et lui. Voilà, mais c'est vrai que voilà, ça venait de lui par exemple, ou en tout cas on lui avait peut-être suggéré. Il a du flair. Ouais, pour Messi. Il a pensé à Léo Messi. Voilà. Voilà. Non mais c'est vrai que Glenn Hoddle, c'est... Flair, je sais pas, mais capacité quand même C'était déjà un joueur exceptionnel. Capacité en tout cas à tirer des stars sur le rocher. Il n'y en a pas eu 150, mais il a quand même fait venir des joueurs étrangers de renommée. C'est ça. Il pourrait partir de Barberis, Glenn Hoddle, Enzo Scifo, Jürgen Klinsmann. Ouais. Voilà, Ramon Diaz. De joueurs jusqu'à presque Morientes du coup. Voilà. Donc une capacité aussi à donner un peu de paillettes dans le club, un mix un peu savant finalement. On a parlé des joueurs du centre, il y a eu des joueurs de club avec de la longévité, et il y a eu quelques stars comme ça. Voilà, c'est un savant dosage maintenu de saison en saison malgré les départs. Et puis finalement, Claude Puel, pour revenir à Claude Puel, c'est vrai que c'est un choix un peu par défaut en fin de compte. Claude Puel, dans l'interview qu'il avait donnée à SoFoot, il disait ça s'est fait un peu après le départ de Tigana. Il nous a dit vous prenez la suite, mais c'était du provisoire et ça s'est fait un peu match après match. Mais au départ, Campora voulait un nom pour remplacer Tigana, et finalement c'est Puel qui a quand même réussi à s'imposer par son travail. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas du tout le choix au départ d'un Campora. Bon, en tout cas maintenant, je vous renvoie aussi à la vidéo, à l'interview qu'on a réalisée avec Jean Petit, qui parle un petit peu justement de ces échanges qu'il pouvait avoir avec Campora, notamment sur les décisions sportives, notamment sur des transferts, etc., où Arsène Wenger avait convaincu justement Jean Petit de venir assister à ces réunions pour faire pencher aussi la balance un peu côté sportif, lui-même parvenant à retourner Henri Biancheri justement pour obtenir une majorité. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Et puisqu'on parlait de flair aussi, à l'époque c'est Baron Noir cet épisode. À l'époque, on parlait de Platini, qui n'était encore qu'un jeune modeste meneur de jeu à Nancy. Voilà, il avait missionné Jean Petit justement pour
pour en équipe de France, pour essayer de le convaincre d'aller à Monaco aussi. Donc voilà, il y avait quand même aussi... voilà, on opère... On a raté Papin et Platini. Voilà. On a raté 4 ballons d'or, quoi. On a eu Wea, c'est bon. On a eu Georges. On en a eu un quand même. On a raté Cristiano Ronaldo cet été aussi. Ah ouais, pourtant, on était à ça, putain. Ouais, c'est pas facile. Bernardo est passé à ça du Ballon d'Or aussi. Non, pardon. Un peu plus loin. Ouais, un peu plus quand même. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un homme qui était évidemment très, très respecté par ses pairs. J'ai cette citation notamment aussi de Loulou Nicolin qui, alors, elle est un petit peu datée parce qu'en fait, je l'ai coupée, mais il dit « L'AS Monaco m'inspire énormément de choses, mais depuis que Campora n'est plus là, Monaco n'est plus rien du tout. J'aime ce club et son maillot. Ils avaient un grand président et après, ils ont fait n'importe quoi. » Alors, pour recontextualiser quand même cette citation, c'est au moment où Monaco annonce l'arrivée de Ranieri, en disant j'aime bien Simonet, mais ils auraient dû prendre Courbis. Bon. J'ai coupé cette partie-là parce que c'était plus sur Campora qui nous intéressait. Mais bon, c'est vrai que là, sur le coup, le flair, bon. Tu peux me rappeler qui a dit ça? Lolo Nicolas. Paix à son âme. Oui. Mais autre grand président marquant. Hein, ouais, mais ce qui c'était une race de présidents qu'on a un petit peu perdu évidemment aujourd'hui. Mais justement, ça me permet aussi de faire une transition aussi par rapport aux avantages fiscaux sur lesquels Campora s'est énormément battu. C'est parce que je me rappelle dans mes recherches pour la saison, la série 2004, j'avais vu cette citation de Nicolin qui disait que ah bah ça y est, depuis que Campora était parti, maintenant ça se lâchait sur les avantages fiscaux de l'AS Monaco, notamment Aulas, alors qu'avant on les entendait jamais. Il avait sorti ça. Et c'est vrai que ces avantages fiscaux, ils ont souvent fait débat, mais par ils ont fait débat dès les années 60. Hein. Oui, avec pas tellement sur Radio Diagonale. Mais en tout cas, il faisait beaucoup débat. Mais Jean-Louis Campora arrivait quand même à à éteindre un peu les polémiques, notamment en étant un peu généreux, on va dire, envers les clubs français. Ouais, ça achetait des petits joueurs par-ci par-là. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Hein, pour s'acheter un petit peu des fidélités ou en tout cas des bonnes relations, on va dire, avec les autres présidents de club. Aulas fonctionnera un petit peu pareil aussi après, hein, pas forcément pour les mêmes raisons, mais c'est finalement une méthode assez classique. Est-ce qu'on continue pas de faire un petit peu ça quand même, quand tu vois le nombre de millions qu'on a balancé n'importe comment? Alors, Strasbourg, je pense que le club a je pensais particulièrement à Strasbourg, hein, parce que alors c'est justement à Oulu, ça reste une masterclass. Hein. C'est justement un peu là où ce qui lui a valu aussi son retour, puisque rappelons-le, Campora est revenu donc en janvier 2013, donc 10 ans après son départ. Il est resté seulement 8 mois. Et il était justement en charge des relations extérieures, donc pour aussi, Boris, assainir les relations avec la Ligue, entre autres. Ouais, c'est vrai, notamment à une période où je pense que les Russes ont débarqué et eux n'avaient pas forcément les bonnes connexions, les bonnes relations, évidemment. Ils ont dû parer un petit peu au plus pressé, que ce soit sur le plan sportif ou plus institutionnel. Et qui de mieux, finalement, que Jean-Louis Campora, même s'il était resté éloigné du football quelques années, je pense qu'il avait encore quelques appuis, puisque les Thiriet, les Le Gret étaient encore là, hein, finalement. Donc voilà, il a pu faire jouer un petit peu de ses relations, je pense aussi le temps que Vassiliev, qui va être un président dans un style... Alors président, pas tout à fait d'ailleurs, hein, mais je crois qu'il avait le titre de vice-président officiellement, mais qui va être vraiment la figure du club pendant ces années, va mine de rien prendre aussi un rôle assez important de plus en plus en termes de visibilité, de communication, dans les instances aussi. Il finira par comprendre que voilà, c'est important d'être présent dans ces institutions-là. Donc voilà, je pense que Jean-Louis Campora a joué un petit rôle de transmission et de mise en relation à ce moment-là, une mission qui n'avait pas vocation a priori à s'étendre dans le temps. Surtout si on se rappelle bien, elle arrive surtout à l'affaire du racket. Parce que c'est à ce moment-là que Thiriet fait la demande de 200 millions d'euros pour compenser les avantages fiscaux.
Voilà, on s'en rappelle. Hein. Ah, voyons. Un chiffre sorti du chapeau. Voilà, et c'est vrai que du coup, c'était un peu dans cette période de crise où Monaco avait réagi très fermement que Campora derrière arrive justement dans l'idée d'assainir et de calmer un petit peu tout ça, de faire jouer un peu ces différents leviers aussi au sein de la ligue de connaissances pour que cette histoire n'aille pas plus loin. Mais voilà, c'est aussi dans ce contexte-là finalement que Jean-Louis Campora arrive, donc toujours un peu dans ce truc de fiscalité, de problème de fiscalité, et voilà, c'est un peu le grand combat de sa vie presque. Je pense et on n'en a plus tellement entendu parler président. Voilà. Efficace. Ouais, ça revient toujours un petit peu. De toute façon, c'est toujours un peu le. C'est tendance à dire. En fait, quand on est mal classé, on n'en entend pas parler. Mais par contre, quand Monaco est en haut, ça ressort tout de suite mais vos joueurs ils payent pas d'impôts, pour simplifier. Et c'est vrai que l'argument aussi de Campora qui a une influence sur la stratégie russe, mine de rien, ça s'est un peu vu. Je dirais notamment, Boris, tu sais, avec ces petits accords qu'on avait eu sur 4 joueurs nancéens à l'époque. Ouais. C'était une stratégie, quelque chose que faisait justement Campora pour anticiper, voir un peu les joueurs qui pouvaient être prometteurs et qui pouvaient potentiellement rejoindre Monaco plus tard. C'est ce qu'on avait fait notamment. On n'a pas fait sur les bons. En tout cas, on n'a pas pris celui qu'il fallait. Alors, il y a Paul Nardi qui, lui, pour le coup, a vraiment signé chez nous, mais je crois que sinon, il y avait l'anglais. Il y avait l'anglais, il devait y avoir Benasser, je pense. Benasser, oui, tu penses, il était dans le lot. Il y en avait un quatrième. Je sais pas, mais au final, même l'anglais, je sais pas s'il y a grand chose à regretter a posteriori, vu la tournure depuis. Ouais, enfin, quand même. Un peu plus que Aïd Benasser, quoi. Oui, Paul Nardi aussi. Parce que Paul Nardi, quand même. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà. Enfin, du coup, il y a peut-être un peu là aussi de cet héritage, de cette patte Campora, dont la mission, du coup, s'achève en août 2013. Et là, il tire définitivement sa révérence. Messieurs, si on fait un petit coup d'œil sur si on donne un petit coup d'œil sur les statistiques de Jean-Louis Campora en 28 années de présidence. Alors, on doit être à peu près à 1200, en tout cas. 0 but. Ouais. Autant de buts que Fofana. Autant de buts que Fofana. Ça peut être le running gag de la saison 2. Ouais. On verra si Fofana arrive à 1200 matchs. Hein, mais on prend des risques, parce qu'on enregistre 10 jours, 2 semaines avant que les émissions sortent. Il va peut-être marquer pendant le... Ouais. C'est vrai. S'il a mis un doublé à Eindhoven, là on a l'air con. Ah là là, ouais. Terrible. Voilà, c'est ça. Terrible. Bon, tant pis, on passera pour des cons. En tout cas, 12 trophées majeurs. Donc il y a 5 championnats, on les rappelle. J'ai peur du terme majeur. Ouais, parce que c'est les mineurs qui vont te plaire, je pense. Allez. Oh non, c'est pas bien de faire ça. J'ai 34 ans, putain. Respecte-moi quand même. 3 coupes de France, 1 coupe de la Ligue et 3 trophées des champions. Donc, en tout cas, par majeur, j'ai réuni un peu les trophées officiels, disons. Et les trophées mineurs, on retrouve ma petite coupe des Alpes. Hein. La fameuse, il y en a 3. Et il y a également le trophée Mohamed V, gagné en 1988. Voilà. En 1800, ouais. 1800. Voilà. Ouais. Donc 16 trophées. Oui, non, 12 en tout cas, vraiment. Ça sera évidemment jamais battu par un président. Enfin, on peut jamais dire jamais, mais ouais, puisque le pauvre actuel, en plus, il semble pas quand même avoir la forme de ses 20 ans. Donc, ouais. Ouais, on a vu sortir la photo parce qu'en fait, bon là, forcément, l'émission sortira, sort aujourd'hui lundi 25 octobre, mais nous sommes le 13 et le 13 est sorti la photo officielle du club cette saison sur laquelle figure Rybolovlev et clairement, on l'avait déjà vu un peu à la télé, mais là c'est vrai que on a l'impression qu'il nage un peu dans le costard. Donc, ça fait 2 ans qu'il n'est pas. Ouais. Faut se dire, ça fait un moment quand même. Ouais. Les rares fois où on le voit, on se pose quand même des questions sur
sur son état de santé. Alors Campora, lui, non, ça va. On va bronzer comme lui, il nage pas. Ouais, effectivement, il nage dans le costard. Ouais, on a bien la même ref. Alors que bon, Campora, lui, en tout cas, il remplit bien le costard, pas de problème pour l'instant. Sur mesure, à mon avis. Enfin voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur Jean-Louis Campora. Il y a forcément énormément de choses à dire, énormément de choses dont on n'a pas pu parler parce que voilà, c'est difficile d'être exhaustif et sur 28 années de présidence, forcément on va avoir oublié des choses. C'est logique. Voilà. En tout cas, je sais pas si vous, messieurs, de votre côté, vous aviez envie de rajouter quelque chose. Ouais, moi, pour résumer un peu ce qu'il était, pour moi, voilà, c'est l'homme qui a mis en place notre politique de jeunes et de centres de formation. C'est l'homme qui nous a quand même placé. Alors, après, encore une fois, moi, je suis toujours quand même très sur le sportif. Il n'empêche que le président a un rôle et les directeurs sportifs, etc. Donc, c'est l'homme qui nous a placés sur l'échiquier européen. C'est l'homme qui... pour parler de lui un peu plus, c'était un homme avec quand même une certaine stature, une certaine importance. On en a parlé par rapport à Jean-Michel Aulas. Il est le président qui reflète et qui symbolise le mieux l'AS Monaco. Donc, c'est évidemment une légende du club. C'est pas un joueur, encore une fois, donc la place, elle est différente sur le mur. Le mur, à la base, on voulait vraiment parler des joueurs. Mais... il est évidemment, et puis avec 28 ans au club et donc 8 mois, il est aussi dans les plus longues longévités globales. Je pense qu'il doit se classer numéro 3 du coup, parce que je pense que seul Jean Petit et Biancheri... Et Touré qui a plus d'une trentaine d'années aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a Jean-Luc aussi, c'est vrai. Et Armand Forquerio, où il y a un petit doute. Ouais, voilà. Lui, on sait pas. Lui, t'as quand même un peu l'impression qu'il était là parce que c'était le mec du coin, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'il avait l'appart en bas, donc. Il avait le balcon qui donnait sur la pizzeria du stade, quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est voilà le centre de formation, l'échiquier européen, des titres évidemment et puis un physique dont on se rappelle aussi. Ouais. Boris, toi, tu as quelque chose à ajouter ? Rome a bien résumé une réussite. Finalement, je vais presque insister sur le sportif parce que lui, il a listé tout ce qu'on peut retenir et même en faisant tout ça, le sportif a suivi aussi 5 titres. Regardez toute cette période de toute façon de 77 à 2003. Il n'y a pas beaucoup de saisons ratées, il n'y a pas beaucoup de saisons hors podium ou hors top 5, on va dire. Monaco est très très souvent dans les premiers rôles. Monaco a été très régulier, voilà, des équipes marquantes, des joueurs marquants, un président marquant. Il a sûrement touché un petit peu sa limite, tout simplement parce que le foot a beaucoup changé, hein. La décennie 90 a été vraiment une décennie charnière avec l'arrêt Bosman, de plus en plus de starification des joueurs, de plus en plus de transferts, des changements politiques aussi à Monaco, et où lui a sûrement un tout petit peu perdu la main à un moment. Il est finalement parti sur une bonne note, donc voilà, je pense qu'on peut retenir que du positif aujourd'hui. Et ben voilà ce qu'on pouvait donc dire sur Jean-Louis Campora, qui sera quand même le seul président qu'on aura vu quand même en peignoir. Voilà, c'est quand même l'image marquante. On n'arrive pas à retrouver la photo malheureusement, c'est très dommage. Mais doit y avoir les vidéos qui doivent traîner quand même sur YouTube. Ouais, faire voilà. Une imprimée écran de la vidéo. Et ça, personne ne lui enlèvera. Le prochain rendez-vous du coup, messieurs, pour nous, ce sera un autre joueur très très ancien, parmi les premières belles années du club. C'est encore un défenseur, mine de rien, c'est-à-dire que sur les 3 joueurs qu'on fera, c'est Marcel Artelleza, tout à fait. Donc 3 défenseurs, mine de rien, enfin un milieu de terrain pour Djetou aussi. Mais voilà, effectivement, on mettra les attaquants, les joueurs offensifs un peu plus à l'honneur, bien sûr, très vite après. Mais voilà, donc Marcel Artelleza, ce qui fera aussi très plaisir à Boris. Voilà. Comme ça. Il n'a pas la règle. C'est gratuit, ça. Voilà. Surnommé la truelle. Et bon, ça sera peut-être l'occasion d'enfin mettre un mec sur le mur. Pour l'instant, on en a
mis aucun des deux. On va voir si. Ouais. On verra bien. Marchand passe le cap. Donc du coup, cette émission qui sera lundi prochain, donc ce sera le 1er novembre. Et puis, bien sûr, le prochain match, là, petite pause, du coup, enfin en tout cas une semaine de répit. Prochain match, du coup, dimanche à 17h, et Monaco qui se déplacera à Brest pour le Favrico et Cardonico, selon ce que vous voulez. Les cracks qu'on n'aurait pas dû vendre. Voilà. Voilà. Avec Jean-Louis Campora, ce serait pas passé comme ça, monsieur. Bon, voilà. Voilà, en tout cas, merci Boris et merci Rome. Et nous, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Mur des légendes d'anthologie. Salut! Et bisous!